C'est quoi la maladie d'Alzheimer? C'est avant tout un problème de santé publique. C'est la cause la plus fréquente de démence dans le monde et elle est définie par une maladie neurodégénérative qui touche surtout le sujet âgé avec un déficit cognitif et une perte d'autonomie qui va être progressivement installée. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucun traitement qui a démontré un effet curatif significatif. Le diagnostic de la maladie est clinique. À l'interrogatoire, il faut chercher l'atteinte d'au moins 2 domaines cognitifs. La mémoire notamment avec des troubles d'apprentissage et du rappel d'informations apprises précédemment. On a des troubles de langage, c'est l'aphasie, des troubles de la praxie qui est défini par un trouble de coordination des mouvements et des troubles de la gnosie, c'est-à-dire de la capacité de reconnaître les objets, les personnes, etc. On aura également une atteinte du fonctionnement exécutif qui est nécessaire pour effectuer les activités telles que la planification, l'organisation, l'élaboration de stratégies et pour être attentif et se rappeler des détails et gérer le temps et l'espace. À la biologie, on va chercher une accumulation au niveau du cerveau de protéines tau et de dépôts d'amyloïdes bêta qui vont entraîner la mort des neurones. Ces changements biologiques vont apparaître avant des années de l'apparition des nouveaux symptômes. Aujourd'hui, la maladie touche près de 10 millions de nouveaux cas par an, ce qui est l'équivalent d'un cas toutes les 3 secondes. Et on compte 50 millions de personnes dans le monde touchées par l'Alzheimer. Alors, comment expliquer la progression des lésions et des symptômes qui apparaissent? La maladie d'Alzheimer envahit progressivement plusieurs régions du cerveau. On a d'abord l'hippocampe, qui est la région impliquée dans le processus de mémorisation, d'enregistrement et de restitution et organisation de souvenirs. À titre d'info, l'hippocampe se trouve à la surface du cortex cérébral et il est responsable de la neurogénèse, c'est-à-dire la fabrication de neurones. C'est aussi à ce niveau que vont naître les souvenirs qui vont être stockés par la suite au niveau d'une autre partie du cerveau appelée le néocortex. L'hippocampe est ainsi utile pour l'orientation dans l'espace. Dans la maladie d'Alzheimer, les échanges entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme vont être affectés. Il sera alors difficile de mémoriser les nouvelles informations. Ensuite, on a l'extension des lésions vers le système limbique qui représente une structure de l'hippocampe et qui est responsable de gérer les émotions et les liens entre les souvenirs et les comportements. Et dans un troisième lieu, on aura l'atteinte des cortex. Le cortex pariétal qui intervient dans la maîtrise de l'espace et le contrôle des gestes, la zone temporale qui est impliquée dans le langage et la mémoire et la zone frontale responsable du contrôle des fonctions exécutives pour l'anticipation et la planification des comportements. À l'anapathe, on aura 2 types de lésions qui sont caractéristiques de la maladie d'Alzheimer, qui sont notamment les plaques séniles, appelées également plaques amyloïdes, qui sont dues à l'accumulation de protéines bêta-amyloïdes à l'extérieur des neurones. Et on aura une dégénérescence neurofibrillaire due à l'accumulation en intracellulaire cette fois de la protéine tau hyperphosphorylée. L'accumulation de cette protéine est responsable de la dégénérescence du neurone suite à un dysfonctionnement du corps cellulaire neuronal par rigidification. Pour les facteurs de risque, ils sont divisés en 3. On a d'abord les facteurs de risque non modifiables. Et c'est surtout l'âge qui est le facteur de risque principal car la prévalence de la maladie d'Alzheimer double tous les 5 ans. Puis on a le sexe, c'était les femmes qui étaient plus touchées par rapport aux hommes, mais maintenant c'est plus le cas puisqu'il y a une amélioration du niveau d'éducation des femmes. Puis on a les facteurs de risque génétiques, même si la majorité des formes de la maladie d'Alzheimer sont sporadiques, mais on a la trisomie 21 qui augmente la prévalence d'être touchée par la maladie. Puis on a quelques mutations des gènes, par exemple la polypoprotéine, qui va être responsable d'une surproduction de la bêta-amyloïde et du coup une accumulation de cette protéine au niveau du cerveau et formation des plaques séniles ou plaques amyloïdes. Il faut aussi chercher un antécédent familial de maladie d'Alzheimer, surtout au premier degré, c'est-à-dire les parents, les frères et sœurs, etc. Après, pour les facteurs de risque modifiables, ce sont les facteurs de risque vasculaires, qui sont notamment l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie, obésité, tabac, etc. On a aussi des facteurs de risque liés à la santé, surtout mentale, par exemple la dépression, la bipolarité. Et on a des facteurs de risque environnementaux, l'aluminium par exemple. C'est pour ça qu'on conseille d'éviter l'usage d'aluminium dans notre cuisine. Il y a aussi le bas niveau socio-éducatif
Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'un bon niveau d'éducation peut nous protéger de la maladie d'Alzheimer, ainsi qu'une bonne nutrition et les activités sociales, les loisirs. Il faut toujours essayer de communiquer avec les gens et ne pas tomber dans la dépression, ainsi qu'il faut se bouquiner pour protéger notre bagage cognitif. Les 4 A qui caractérisent la maladie d'Alzheimer sont amnésie, aphasie, agnosie et apraxie. L'amnésie étant la perte partielle ou totale de la mémoire, avec des fausses reconnaissances des visages et des objets. La personne sera incapable de se rappeler des événements vécus, même si on lui donne des indices et des repères. Elle aura un discours répétitif, des oublis des rendez-vous, des difficultés à retenir les infos nouvelles et significatives, et elle oubliera complètement des événements autobiographiques sur sa vie personnelle. L'atteinte peut concerner également la mémoire sémantique, qui représente tout ce qui est connaissance actuelle du monde et culture générale. Après, on a l'aphasie. La personne va manquer d'un mot au début ou de deux, puis sera incapable de donner des phrases complètes et compréhensibles. Après, on remarquera des substitutions des mots, puis la jargonaphasie, c'est-à-dire que la personne va déformer les mots. Par exemple, au lieu de dire voiture, elle va dire turvois. Ensuite, on a l'agnosie. Ce serait soit une agnosie visuelle, la personne sera incapable de reconnaître les objets, soit une agnosie topographique, la personne sera incapable de s'orienter, puis on aura des troubles de dénomination des objets, des personnes et une prosopagnosie, c'est-à-dire une méconnaissance des visages. Puis on a l'anosognosie, c'est-à-dire que la personne sera incapable de reconnaître qu'elle est malade. Et finalement, on a l'apraxie. L'apraxie peut être soit idiomotrice, c'est-à-dire que la personne sera incapable de réaliser quelques gestes de la main, par exemple saluer quelqu'un. L'apraxie bucco-faciale se traduit par une incapacité à siffler ou à tirer la langue. Puis on a l'apraxie de l'habillage qui va concerner des gestes qui sont habituels de la vie quotidienne. La personne sera incapable de mettre un pull tout seul ou à mettre ses lacets de chaussures ou boutonner sa chemise. En gros, au début de la maladie, on aura une atteinte de la mémoire épisodique, c'est-à-dire que la personne sera incapable de se souvenir des événements vécus. Avec l'évolution de la maladie, on aura d'autres troubles cognitifs tels que l'apraxie, l'aphasie et l'agnosie, ce qui donnera lieu à un syndrome aphaso-apraxo-agnosique. Puis, il y aura un changement du comportement du patient et à la phase finale, il y aura une atteinte de l'autonomie, c'est-à-dire la perte des fonctions motrices. En ce qui concerne le traitement, il est basé essentiellement sur les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase et l'antiglutamate. Les anticholinesterasiques vont agir sur l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur permettant la communication entre les neurones de la mémoire. Les anticholinesterasiques ont pour action alors d'empêcher la dégradation de cette molécule. Les antiglutamates, quant à eux, sont utilisés dans les formes sévères de la maladie. Ils visent à bloquer les récepteurs du glutamate, qui est une molécule responsable de l'excitation toxique du système nerveux. Ils ont alors pour effet de retarder la perte des fonctions cognitives, allant parfois jusqu'à les améliorer chez certains patients. Voilà, c'est tout pour la maladie d'Alzheimer. J'espère que ça vous a plu et bon courage.